Bonjour chers amis, c'est lundi soir, c'est le Talk Talk Show pour la deuxième saison. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Michel Poulart, votre hôte de ce soir. Et ce soir, nous allons faire un voyage aux quatre coins du monde avec une invitée exceptionnelle qui va vous montrer un regard différent sur le monde au travers un objectif d'appareil photo et au travers de sa sensibilité. Parce que c'est pas tout d'avoir un appareil photo, c'est pas tout d'avoir un objectif, c'est pas tout d'avoir un téléobjectif. Encore faut-il savoir être au bon endroit, au bon moment. Et ce soir, vous allez voir des photos et des histoires extraordinaires. Et vous allez voir que ces histoires sont aussi des métaphores de la vie, mais également du monde de l'entreprise. Alors, si vous êtes tout nouveau ici, faites-vous connaître, manifestez-vous dans le chat. Vous avez le droit de participer à cette émission en posant des questions à mon invité tout à l'heure. Dites-moi d'où vous venez, dites-moi de quelle ville vous venez, dites-moi aussi quel est votre état d'humeur. Notez votre état d'humeur de 0 à 10. À 10, vous allez extrêmement bien. N'hésitez pas à commenter dans le chat. J'espère que vous êtes là. Parce que d'habitude, il y a beaucoup de monde. Attendez, je vais regarder quand même un truc. Parce que d'habitude, vous êtes très très nombreux. Et là, il n'y a pas de match de foot, il n'y a rien. Et dites-moi coucou les amis. Attendez, je regarde là. Donc ça fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Voilà. Ok, j'ai eu chaud. Vous êtes bien là. Voilà. Bonsoir Camille. Tu as un 7 sur 10. Dis-nous aussi de quelle ville tu viens. Ça me ferait plaisir. Alors, le Talk Talk Show, c'est une émission dans laquelle je rencontre des professionnels et mon rôle, dans un mode conversationnel, c'est de partager avec vous et d'aller chercher avec vous les petites pépites de ce professionnel et peut-être même des trucs un peu plus personnels qui font que ça va devenir touchant et inspirant. Tu viens de Metz, magnifique, super. Et bien entendu, je ne suis pas seul, comme d'habitude. Il y a Anne qui fera à la fin de ce show une chronique de synthèse sur tout ce qu'elle aura entendu, sur tous les échanges qu'elle aura entendus, et nous allons voir ce qu'elle va faire de ce qui va s'échanger. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à notre expert dans le chat et n'hésitez pas aussi à participer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous allez ressentir pas mal d'émotions. Alors regardez un petit peu là, il y a déjà Anne qui est déjà là en train de noter. Tu notes déjà quelque chose? Tu notes déjà? Non, t'as rien noté, mais t'as pas noté que je dis bonjour. Non. Quand c'est toi qui parles, je ne note rien. Ok, tant que c'est moi qui parle, elle ne note rien. Eh bien voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant, avec une petite transition, à notre invité du jour. Ah ben, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? On a un chat, bonjour. D'accord. Non, c'est pas un chat. C'était un perroquet. C'était mon animal favori pour le moment. C'était ton animal favori, pourquoi? Dis-moi. Je vais vous raconter ça pendant l'émission. On va pas spoiler le truc, hein. Repérez-le bien parce qu'il est absolument unique au monde. Unique au monde. Alors, Sabine, je suis vraiment très heureux que tu aies accepté cette invitation. Sabine, tu es une avocate au barreau de Paris, c'est bien ça? C'est les choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, personne n'est parfait. Et accessoirement, tu as aussi une double vie, c'est que tu n'es pas seulement avocate, mais tu es aussi, comme je le disais tout à l'heure, photographe animalière et conférencière, et tu utilises toutes ces aventures, ces belles rencontres et ces belles photos pour nous raconter des métaphores d'entreprise et de vie. On va en parler dans ce rendez-vous. Je vais te faire parler, j'espère bien. Mais dis-moi, déjà, dans un premier temps, pourquoi tu es devenue avocate? La vraie raison? Tant qu'à faire, pourquoi pas? La vraie raison, vous voyez sur l'image de gauche, enfin un petit peu, qu'est-ce que j'étais émue, c'était un moment impressionnant, la prestation de serment. J'avais 23 ans quand même.
ou 22 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai commencé à faire du droit parce que c'était la seule matière où il n'y avait pas de maths. Ah, c'est une raison. C'est une bonne raison. Je sais d'ailleurs que je ne suis pas la seule. Et puis après, c'est devenu, c'est vrai, une passion de défendre. Et c'est un métier qui m'a complètement pris et embringué pendant des années. Mais alors en conférence, tu dis que tu faisais partie de ce milieu de requins. Tu étais réputé pour être un pitbull. Pourtant, quand on te regarde comme ça, on a du mal à croire que tu as été un pitbull quand même. Alors, requin, non, moi, j'ai jamais utilisé ce pitbull, c'est moi qui me suis trompé, j'ai dit pitbull. Hein, j'aime bien les requins et pitbull non plus parce qu'en fait, j'aime bien les pitbulls. Moi, j'ai dit bulldozer. Bulldozer, c'est ça. Voilà, il y avait bull. Voilà, il y avait bulldozer, a priori, les bulldozers ne m'en veulent pas trop et encore, on n'ira pas leur demander leur avis. Mais oui, j'étais un avocat, en fait, je suis toujours un avocat de construction spécialisé dans le domaine de l'immobilier. Donc, un truc où ça castagne. Enfin, en tout cas, il y a 30 ans, quand j'ai démarré, c'était un métier qui était vraiment dur. Il fallait prendre sa place, surtout quand on était une jeune femme. Vous avez vu sur ma prestation de serment, là, toute mignonne, toute gentille, ça n'a pas duré. Il faut c'est intéressant parce que tu parles de ça, donc il y a 30 ans. Le monde a bien changé depuis. Tu dis que tu as dû prendre ta place. Ça veut dire quoi pour une femme prendre sa place? Parce que je pense que ce que tu as raconté peut être intéressant. Ça veut dire quoi prendre sa place? Alors à l'époque, donc il y a 33 ans, les femmes dans le monde de la construction servaient le café et faisaient les photocopies, essentiellement. Bon. Et moi, je me retrouve à débarquer là-dedans, pas complètement évident parce que j'ai envie de me faire entendre. Je travaille beaucoup, je travaille dur, et il faut arriver à prendre. Quand je dis prendre sa place, c'est qu'il faut arriver à montrer qu'effectivement, on réfléchit, qu'on a une bonne position, qu'on peut apporter quelque chose au dossier, qu'on peut se faire entendre, qu'on peut défendre. Voilà. C'est ça, prendre sa place. C'est pas se laisser marcher dessus par tous les petits camarades qui roulent beaucoup des mécaniques, qui vont crier le plus fort, qui vont être le plus désagréable. Il faut réellement trouver un moment où on est, cohérent aussi avec soi-même, avec ce qu'on veut apporter. Et c'est vraiment quelque chose de très fort, parce que la puissance, elle vient de là, en fait. Mais alors aujourd'hui, ça veut dire quoi prendre sa place? Parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel corps de métier, même dans l'accompagnement, encore cet après-midi, j'ai fait un live, il y a des gens qui ont vraiment du mal à prendre leur place. Ça veut dire quoi pour toi prendre sa place? Aujourd'hui, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, oui. Au moins en apparence. Mais c'est vrai que dans le fond, si je prends le domaine de la construction, il y a de plus en plus de femmes ingénieurs, donc ça c'est assez remarquable. J'ai vu le début, j'ai vu leur arrivée chez mon client principal à l'époque, j'ai vu l'attention qu'ils leur ont portée, j'ai vu leur intérêt, ils allaient même les chercher à la sortie des écoles d'ingénieurs, donc vraiment quelque chose de bien, un bon mouvement, et j'ai vu ces jeunes femmes qui effectivement ne jouaient pas à être des femmes, ne jouaient pas avec des hommes en fait, et prenaient leur posture d'ingénieur en fait, d'ingénieur ou d'experte ou de personne. Oui, c'est ça, Camille, montrer qu'on est compétente et qu'on a le droit d'être là, s'autoriser à être là, oui, mais c'est même plus, c'est-à-dire que malheureusement, et ça c'est toujours comme ça, et je pense que ça le sera encore pour un moment, on doit travailler plus, être parfois plus difficile, plus intransigeante, en tout cas s'affirmer plus, parce que un homme qui crie, c'est quelque chose d'impressionnant. Une femme qui crie tout de suite, c'est un roquet une mégère, quoi. Ouais. Donc, en même temps, crier, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la grande évolution que j'ai appris. Rouler des mécaniques, qu'on soit homme ou femme, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune pérennité. Et ça, c'est la grande évolution que j'ai appris grâce à ce passage par l'inspiration de la nature. Et donc, du bulldozer, tu es aussi passé, de ce que je me souvienne, à la médiation. Oui, alors. Alors, comment tu fais pour passer de bulldozer à médiatrice? Alors, il y a eu cette petite étape intermédiaire où, en fait, je suis partie courir dans la brousse, si je puis dire. En fait, il y a 15 ans, il y a bientôt 16 ans, j'ai pris beaucoup de distance avec mon métier. J'avais besoin d'aller faire autre chose, en fait. C'est les rêves d'enfants, il y a un moment où tu peux les éloigner tant que tu veux, mais les rêves d'enfants, ils prennent le dessus. Voilà. Il y a un moment où tu te réveilles, tu as 40 ans et tu te dis, ouais, bon, là, il faut, vraiment. Et un de mes rêves de gosse, c'était de faire un bouquin.
mais pas n'importe quel bouquin. En fait, je voulais raconter des histoires d'animaux. Et puis, je rêvais de la vie des protecteurs de la nature. Si j'avais été bonne en maths, je serais devenue biologiste, scientifique, j'aurais travaillé avec des animaux. C'était vraiment mon rêve. Donc, en fait, la façon de faire tout ça, c'était de partir en Afrique à la rencontre des protecteurs de la nature et de raconter leurs histoires. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des gens qui m'ont aidée sur ce chemin, alors que j'étais une avocate parisienne, hein. Et j'ai eu une amie qui s'appelle Sylvie Bernon, qui avait une agence de voyage, qui a cru en mon projet, qui m'a dit OK, allez, je vais vous ouvrir les portes. J'ai eu un de mes fournisseurs qui s'appelait Damien Delahousse, qui s'appelle toujours Damien Delahousse, qui m'a dit bon OK, moi je crois en vous, je vais vous aider à avoir du bon matériel photo, parce qu'il faut quand même que vous rameniez des photos. Ça a démarré comme ça, en fait, c'est absolument incroyable. C'est un concours de gens qui m'ont cru, qui ont cru en mon projet, qui m'ont aidé. Et ça m'a donné beaucoup de force. Et donc, je suis partie, et là, ça a été atomique. Le changement de vie, quoi. C'est ce fameux voyage en Namibie, c'est ça? Alors, il y en a eu un avant. Ah. En fait, le fameux voyage en Namibie est super important, mais j'aimerais bien vous raconter d'abord un moment d'Afrique du Sud. Alors, comme je complique toujours la vie de Michel, regarde, il y a marqué Brian Jones. Oui. Je vais montrer des photos en même temps. Raconte-nous cette histoire-là, ça m'intéresse et je pense que ça va en émerveiller plus d'un. Alors, pourquoi Brian Jones? Parce que, en fait, c'est ma première rencontre. Donc, je vous disais, je pars, là, on est en octobre 2006 et je décide d'aller faire mon bouquin sur les protecteurs de la nature. Alors, je pars, c'est une histoire aussi complètement rocambolesque, je pars en avion avec Patrice et Nadine Desglin, qui sont des bons amis. Patrice décide de louer un Cessna. Et il me dit, écoute, tu choisis où tu veux aller en Afrique, dans un rayon, voilà, un certain rayon autour de l'Afrique du Sud, où on va récupérer l'avion là. Tu fais ton itinéraire et moi, je t'emmène. Déjà, le truc, l'histoire devient, elle commence de manière assez étonnante. Et puis, pour montrer ce que j'avais envie de faire, bisous mon Louise, pour montrer ce que j'avais envie de faire, j'avais créé une maquette de mon bouquin. Alors, à l'époque, j'avais commencé à apprendre Photoshop, Illustrator, vachement compliqué, hein, pour un avocat, c'était une autre planète, quoi, hein. J'apprenais ça avec des bouquins, il y a 15 ans, c'était quelque chose. Mais vraiment, ma passion, quoi. Et donc, j'amène ma maquette, et pour me préparer à travailler en Afrique du Sud, j'avais une professeure d'anglais, sud-africaine, ici, et elle me dit, écoute, prépare-toi, tu vas rencontrer des gens qui sont extrêmement difficiles. C'est des gens qui n'ont pas le temps, c'est des gens qui se battent. Alors, tu fais quelque chose, tu n'es rien, tu n'es personne, mais pour une fois, tu vas te taire. Tu montres ta maquette et tu attends. Et c'est eux qui vont décider. Une fois qu'ils auront regardé ta maquette, ou ton projet leur plaît et ça ira, ou ton projet ne leur plaît pas, et ben, tu remballes tes affaires et tu t'en vas parce que tu ne passeras jamais de force. On débarque chez ce fameux Brian Jones, donc c'est mon amie Sylvie Bernon qui m'avait obtenu ce rendez-vous. Alors Brian Jones, c'est le docteur Doolittle, en fait, et c'est un homme qui parle aux animaux et il travaille à Hoedspruit. Il a un centre qui s'appelle Moholoholo Rehabilitation Center et c'est un homme absolument extraordinaire. Il fait ça depuis qu'il est tout petit. À 4 ans déjà, il soignait les animaux. Mais Brian Jones, il est vraiment pas commode. Tu vas trop vite, Michel, tu vas trop vite. Bon, je voulais montrer cette photo. Vas-y. Non, je vais trop vite, d'accord. Je reviens. Je te fais des signes. Donc, Brian Jones, c'est lui. C'est un grizzly, c'est un ours parce qu'il a beaucoup de travail et qu'il se bat avec tout le monde. Vraiment, c'est une vie qui est très, très difficile. Je débarque et il me dit, mais vous êtes qui, vous? Je n'ai pas que ça à faire. Bon, je vous le fais poliment, hein. Je n'ai pas que ça à faire. Alors, je lui tends ma carte de visite. Tu as le droit de passer à l'image suivante. Et je m'étais fabriqué une carte de visite avec une très jolie photo que j'avais faite des années auparavant avec ce lion. Et donc, c'est déjà une très belle photo. Hein. C'était déjà avec un appareil réflexe et tout, c'est pas. C'était déjà avec un appareil réflexe, mais franchement, c'est pas une photo d'un smartphone, ça. Hein. Non, à l'époque d'abord, on n'avait pas de smartphone. C'était dans deux, mais merci Canon. Déjà à l'époque, c'était des bons appareils. Juste en appuyant sur le bouton, à peu près, on arrivait à faire des bonnes choses. Donc merci Canon au passage. Et donc je me fabrique cette carte de visite avec ce lion qui rêve et je l'attends à Brian en disant voilà. Et il me dit, vous avez 30 secondes. Alors, je lui dis, écoutez, on va prendre
25 secondes pour aller se poser, que je pose mon matériel et que je vous montre quelque chose. Et dans les 5 secondes qui vont rester, vous allez décider. Et je lui tends ma fameuse maquette. Et là, Brian change de tête complètement. Il parle plus. Et il commence à passer en revue 1 page, 2 pages, 3 pages. C'est vous ça? C'est vos dessins? C'est vos photos? C'est vos trucs? C'est vos machins? Et moi, je me tais vraiment sage. Et après avoir regardé tout le truc, il attrape son talkie-walkie. Il se met à hurler dans le talkie-walkie en afrikaans. Moi, je ne comprends rien du tout. Il y a un guide qui arrive ventrateur. Et là, il me dit, bon, ok, très bien, 2 jours. Donc, une journée avec mon guide, vous allez faire le tour de la réserve et comprendre ce qu'on fait ici. Et une journée avec moi après ça. Et là, il se détend. Et pendant à peu près 2 heures, je l'enregistre. Il nous raconte sa vie. Absolument incroyable. Il ouvre sa chemise. Il nous montre les impacts de balles des braconniers. Ouais, la vie est dure. Et il commence à nous raconter, en fait, tout ce qu'il a fait, là où il s'est battu, tout ce qu'il a voulu créer, pourquoi il est si important de partager, d'expliquer avec les gens et de sauver ce qui peut l'être, etc., et que tout animal est important. Donc, je fais ma journée dans la réserve. Et après cette journée, eh bien, photo suivante. Oui, vas-y. Vas-y. Donc, photo suivante, il me dit, bon, vous allez m'accompagner dans ma tournée. La première visite, on va voir une femelle guépard qui est dans cet enclos. Une femelle que Brian a élevée. Et donc, on y va à pied. Du coup, moi, c'était la première fois que je voyais un guépard, un vrai de ma vie. Ça me fait quand même un drôle d'effet. À pied, on rentre dans l'enclos, on passe à côté de la dame guépard. J'étais pas super à l'aise. On était en file indienne, on la suivait. Et puis, vous voyez, tout au fond à gauche, il y a une espèce de petit monticule en briques. Et tout d'un coup, Brian rentre là-dedans et il ressort avec la photo suivante. Il ressort avec un bébé guépard. Ah, d'accord. C'est ça, voilà. D'où la photo trop tôt. D'où la photo trop tôt que tu m'as spoilé mon histoire. Et donc, regardez ce petit bébé. Il a quelques jours, il a les yeux qui ne sont pas encore ouverts. En fait, ce bébé, c'est un miracle parce que des guépards, ils sont en voie de disparition. Et là, regardez bien, non seulement ce bébé qui est une merveille, hein, mais regardez bien la tête de Brian Jones. Ah oui. On a l'impression que c'est un grand-père. C'est plus du tout la même tête qu'il y a quelques secondes. Hein. Voilà, c'est plus du tout la même tête et donc il est super heureux et il nous présente ce bébé qui vient de naître. Et alors moi, le début de mes photos, je pleure comme une madeleine parce que je suis super émue et que je m'y attendais pas. Bon, Dieu merci, j'arrive quand même à faire les photos en appuyant sur le bouton. Photo suivante. Ah oui. Nous continuons la visite et là, Brian me dit, bon, eh bien, maintenant, vous allez m'accompagner dans la volière des Martial Eagles, les aigles martiens, les aigles martiaux. Et ben là, c'est déjà vachement impressionnant. On rentre dans cette volière et en fait, Brian tend le bras, il siffle et hop, il y a cet aigle immense qui vient se poser sur son bras. Maintenant, c'est impressionnant de voir qu'il y a presque une synchronisation. Son visage change et on dirait que lui-même, il a le même visage que l'aigle. C'est dingue, ça. Exactement ça. En fait, je commence à découvrir. Alors, sur le coup, moi, je fais les photos. Je réalise même pas ce que je suis en train de vivre. C'est tellement incroyable. C'est après, je suis tellement contente d'avoir fait les photos. C'est après que je comprends. Donc, en fait, il se synchronise parfaitement avec l'oiseau. C'est dingue. Donc, on reste un moment dans cette volière et puis il nous raconte pourquoi les aigles martiaux sont en danger également, menacés d'extinction en Afrique parce qu'il y a une défragmentation, une perte des habitats. Ce sont des oiseaux qui sont territoriaux. Donc, c'est vraiment très, très difficile de les relâcher une fois qu'on les a élevés. Ils vont se battre entre eux. Et puis, à la fin de cette visite, il me dit peut-être que vous, je pourrais vous emmener voir Queenie. Alors, attention, ne montre pas la photo. D'accord. Alors, je lui dis, ouais, bien sûr, on va voir Queenie. Puis, le guide derrière me faisait des grands signes. Alors, Brian fait, ouais, non, peut-être pas Queenie, en fait. Alors, je lui dis, si vous voulez, Brian, c'est vous qui décidez, Queenie ou pas Queenie, hein, c'est comme vous voulez. Oh oui, peut-être. Ah non, peut-être. Ça dure comme ça quelques minutes. Puis, au bout d'un moment, il m'attrape. Il ouvre une volière, il me pousse dedans. Et il me dit, alors, seulement vous, mais alors, pas de trépied, pas de monopode. Vous gardez vos lunettes de soleil. Et si Queenie attaque, vous lâchez tout, vous protégez vos yeux, vous sortez. Et là, je me dis, c'est quoi Queenie? Et hop, je me retrouve balancée dans la volière et je ne vois rien. En plus, j'ai mes lunettes de soleil. Alors, vas-y, tu peux mettre la photo maintenant.
Et Brian tend le bras, il appelle Queenie, et voilà Queenie. Alors Queenie, c'est un aigle couronné. Je ne savais pas ce que c'était qu'un aigle couronné à l'époque. C'est vraiment impressionnant. Et donc, Queenie, c'est une aigle couronnée que Brian a élevée, qu'il a récupérée toute petite, blessée. Donc, elle a grandi avec lui. Donc, il forme un espèce de couple. Queenie a décidé que Brian était son protecteur. Et donc, je commence à faire une photo. Vas-y, tu peux passer à la suivante. Oui, d'accord. 2 photos. Vous voyez les serres de Queenie? Alors, en fait, leur façon d'attraper leur proie, c'est d'enfoncer les serres à l'intérieur des orbites et de partir avec. Super, hein, mais à l'époque, je ne le savais pas. À l'intérieur des orbites, c'est pour ça qu'il faut se protéger les yeux. Ah oui, c'est pas mal. Voilà, c'était pas mal. Et donc, 2 photos, 3 photos, et là, Queenie commence à me regarder. Et vous voyez que la tête de Brian a encore changé. Oui, c'est vraiment particulier, oui. Et 4 photos, et là, Brian me fait « out, now !» Et donc, on sort direct. Et on sort de là, quand je regarde mes photos à Paris, je me dis « mais c'est pas possible. J'ai eu la chance de vivre ça, et j'ai quasiment pris que 4 photos. » En fait, je suis restée même pas 30 secondes dans la volière. Ah oui. J'ai appelé l'oiseau, elle m'a regardé dehors. Et après, ce qui est fabuleux, quand j'ai comparé les photos, c'est la façon dont Brian change. Donc là, tu peux remettre la comparaison, en fait, de son physique. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre comment on communiquait avec des animaux. Comment fonctionnait l'empathie, qui est de se mettre, en fait, sur leur longueur d'onde, de se mettre un peu à leur niveau, dans leur vie, de comprendre leur fonctionnement, de les écouter, de parler un langage corporel. Et pour ça, le meilleur maître du monde, c'est Brian Jones. Alors, j'entends déjà le message qui arrive. Et bon, moi, parce que je le connais, hein, ce message, puisqu'on a travaillé ensemble ta conférence, mais j'aimerais que tu nous dises à nos auditeurs quelle est la métaphore, quelle est la leçon que toi tu tires pour mieux apprendre à connaître les hommes. Parce qu'en fond, c'est au travers des animaux que tu nous apprends à mieux nous connaître. Tu peux nous dire la leçon qu'on peut tirer de ce que tu viens de dire? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Je présente une formation dans un grand groupe d'expertise technique pour des experts et je leur apprends avec mon ami Dominique Deloy, on les sensibilise à l'écoute active, à un outil de la médiation qui est extrêmement important et donc à l'empathie. C'est pas facile d'expliquer une notion théorique comme l'empathie. Donc on donne des exemples. Et en fait, la dernière fois, je me suis dit, allez, je vais leur montrer l'histoire de Brian, avec les 3 images. Et effectivement, ça permet de comprendre comment on se synchronise avec quelqu'un. Et voilà, de manière humaine, en réalité, tous les animaux font exactement la même chose et comme humains, nous n'échappons pas à la règle, nous sommes quand même de beaux primates. Donc en fait, on a ce langage non-verbal qui est extrêmement important, cette synchronisation qui est vraiment forte, et c'est en s'alignant, en réalité, en se mettant à l'écoute de l'autre, en se mettant sur sa longueur d'onde, corporellement, en étant ouvert, qu'on peut avoir cette forme d'empathie, cette forme de langage et être plus attentif. En fait, on se met soi-même en retrait, d'une certaine façon, et on s'ouvre à l'écoute de l'autre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Et dans une relation avec une personne, quand je suis médiateur ou même quand je suis aujourd'hui avocat, je me mets avec cette distance et je m'astreins à me taire, ce qui est vachement dur, vraiment très, très dur, surtout pour moi, à me taire, c'est-à-dire à me taire, non seulement à me taire, mais à taire aussi mes premières idées, à taire mes préjugés, à taire mes croyances, à taire mes biais, c'est-à-dire, je peux pas les taire puisque naturellement, ils vont toujours venir, mais en tout cas, à en prendre conscience et à les éloigner. C'est un peu comme en méditation où on a ce truc où on met les idées dans un petit train puis on les regarde s'éloigner. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je sais que j'ai mes préjugés, je sais que j'ai mes croyances, que j'ai mes a priori, je les accepte et puis je les laisse s'éloigner.
Et je me Mais dis, donc bah, ça, on peut rien y faire. C'est intrinsèque dans notre fonctionnement humain, Ouais. presque animalier, parce qu'on est aussi un animal. Par exemple, se synchroniser, c'est quelque chose que l'on fait naturellement ou d'autres le font plus facilement que certains. Se synchroniser, par exemple, c'est tu es en conversation avec quelqu'un qui parle sur le bout du canapé, tu auras plutôt tendance à t'asseoir de la même façon que la personne, et dès qu'elle va s'affaler, tu auras plutôt tendance à t'affaler peut-être toi aussi, mais c'est peut-être inconscient et parfois ça l'est. Qu'en est-il? On est tous dotés de cette capacité à synchroniser, à préjuger. Enfin, on est tous dotés de ce mode de fonctionnement-là. Ouais, bah j'essaie de te faire bailler depuis tout à l'heure, mais tu me regardes pas, donc ça marche pas. Mais peut-être que nos auditeurs, eux, voilà, c'était juste pour vous dire que oui, on se synchronise automatiquement. Donc l'exemple le plus simple, le plus classique, bah c'est le coup du bâillement, quoi. Voilà, merci Michel, qui me regarde en différé. Voilà. Non, je te regarde pas différent, mais tu as parlé de bâillement, donc du coup, voilà, on va vraiment tous se faire bailler. Donc on y va, niveau 0 de la synchronisation. Après, il y a des exemples qui sont drôles dans ce film qui s'appelle Le Coach, ou avec les exemples où il faut faire et pas faire. Pourquoi ça marche pas, Olivier? Attends, je vais te faire bailler, tu vas voir. Alors, il y a Camille qui nous dit taire les réponses qu'on voudrait donner à l'autre pour mieux l'écouter. C'est tout à fait ça. En réalité, mais ça, c'est des choses que j'ai pas appris dans la nature. C'est des choses que j'ai appris après, à mon retour, quand j'ai repris mon métier d'avocat. En fait, je pouvais pas le reprendre de la même manière. Donc, je me suis formée à la médiation, au droit collaboratif, à la négociation raisonnée et à la médiation. Et en fait, donc, j'ai appris, là, vraiment, j'ai appris à me taire pour écouter ce que l'autre a à me dire. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un exercice constant. Constant. Voilà, apparemment, tu as réussi à faire bailler Joël. Merci Joël. Un bon bailleur en fait bailler au moins 7. Alors, donc, on a parlé de synchronisation, des préjugés, de biais cognitifs. On va y arriver, hein. Je vais te laisser distiller un petit peu tout ce que tu as raconté là, dans les minutes qui viennent. Tu es photographe. Moi, j'ai promis à nos auditeurs, et puis tout simplement, c'est ce qui fait la beauté de ton intervention, c'est que tu as des photos fabuleuses. Alors, montre-nous d'autres photos dans lesquelles on a encore de belles leçons et de belles histoires à entendre. Qu'est-ce que tu vas... Je vais vous montrer un truc super rare. Si tu veux te préparer, Michel, tu vas sur la slide Albatros. Sur la slide Albatros. Attends. Ça va être une vidéo. Tu la connais, celle-ci? Oui, alors, terminer avec l'histoire de la synchronisation. Oui, mais je ne sais pas si là, le son... alors, on va le voir, l'Albatros. En fait, je vais vous montrer une mini vidéo qui est vraiment très, très rare. Un des moments qui m'a le plus marqué, c'était en Nouvelle-Zélande avec des albatros royaux du Nord. Alors, les albatros royaux, ça fait rêver, hein. C'est des grands oiseaux blancs qui ont 3 mètres d'envergure, qui forment des couples pour la vie, qui vont mettre... ils commencent à se chercher un compagnon, une compagne quand ils ont au moins 12 ans. Ils vont mettre des années pour ça, ils vont avoir une année de fiançailles. Donc, c'est vraiment, il y a plein de choses à raconter sur les albatros. Mais surtout, c'est un parfait... C'est bien que tu meubles parce qu'en fait, tu m'as envoyé tellement de photos. Je suis à 130 photos. Voilà. 100... Michel, je t'ai mis des noms de sections. Mon côté avocat a quand même pris le dessus. Alors, attention, je crois que je l'ai. Tu veux qu'on montre la vidéo? Vas-y, montre la vidéo si c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est ça, exactement. Allons-y. Alors, il faut la lancer maintenant. Est-ce qu'elle veut bien se lancer? Si tu cliques dans le PowerPoint, ça devrait le faire. Ouais, mais je pense que là, avec le partage d'écran... Ah, voilà. Ouais. Ça bug un peu. Ouais, je pense que c'est trop lourd. Ah. Alors, vous avez une version ralentie de jeunes albatros en train de se synchroniser. En fait, on appelle ça du gaming. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à des groupes de 6, 7 à peu près. Ils vont, je vais le faire à leur place, hein. Je vous évite le bruit. Ils vont, je peux rajouter le bruit si vous voulez. Ils vont faire des mouvements. J'ai une variante parce que des fois, dans les conférences, le son ne marche pas. Donc, en fait, où qu'il est? Voilà, vous avez ma peluche qui est en train de se synchroniser. Donc, en fait, tu peux nous laisser l'image quand même. Oui, d'accord. Et alors, donc l'idée, c'est ils vont faire des mouvements
les uns après les autres, s'exprimer les uns après les autres, et puis au fur et à mesure, le groupe va se restreindre. Ça va passer 6, 5, 4, 3, et à la fin, ils ne seront plus que 2. Et ces 2-là se sentiront parfaitement assortis, en faisant les mouvements les uns après les autres et en se parlant les uns après les autres. Ça dure des années, hein, leur synchronisation. C'est pas comme ça, j'arrive, je te fais le coup du Tinder. Hein. C'est vraiment des années. Il n'y a pas de speed dating chez les albatros. Et s'ils s'entendent bien avec cette fameuse synchronisation, s'ils sont sur la même longueur d'onde, eh bien, ils vont partir en fiançailles. Et pendant une année, ensemble, ils vont faire le tour de cette zone de la Terre sans jamais se poser. Si au bout d'une année, ils s'entendent bien, eh bien, voilà, ils deviennent compagnons, compagnes pour la vie. Oui, d'accord. Ils vont revenir pour avoir pour la première fois un petit, et tous les 2 ans, ils se retrouveront pour avoir à nouveau un petit. Donc c'est un couple d'oiseaux qui sont fidèles à l'un et l'autre jusqu'à la fin, quoi. Ouais, sauf, bon, il peut arriver des divorces, c'est rarissime, mais ça peut arriver dans certains cas. On n'est pas toujours au courant de tout, mais franchement, c'est très, très rare. Il peut y avoir des couples mâle-femelle classiques, il peut y avoir des couples parentaux femelle-femelle, parce qu'elles décident qu'elles s'entendent mieux et qu'elles ont envie de se rassembler pour la vie. Donc, en fait, c'est l'idée de créer un pont vers l'autre. C'est ça. Et alors, créer un pont vers l'autre, comment ça se fait dans la pratique? Parce que là, tu nous le dis, c'est sympa, c'est un beau concept, mais dans la pratique, concrètement, quand les liens sont rompus, comment créer un pont vers l'autre? Ça veut dire quoi concrètement? Alors, évitez de faire le jacadi, hein, par exemple, parce que ça avec quelqu'un, on est humain, donc ça ne fonctionnera pas, ça bloquera. C'est évident qu'il ne faut pas commencer à se grataner comme l'autre, ni à faire. Je parlais du film Le Coach parce qu'il y a une scène qui est très très drôle à regarder sur YouTube là-dessus, avec un excès de synchronisation. En fait, il faut surtout s'ouvrir à l'autre. On revient toujours un petit peu aux mêmes notions. Il faut adapter son langage, adapter sa posture. Il faut surtout ouvrir son esprit. Il faut être disponible pour l'autre. En réalité, c'est vraiment, quand je dis créer un pont vers l'autre, c'est en soi qu'on fait le travail. En fait, c'est en soi, c'est en s'ouvrant. C'est en étant attentif, en étant respectueux. Ça travaille beaucoup là-dessus, en essayant de faire la part des choses en soi entre les croyances qu'on peut avoir, les préjugés, les biais, comme je l'expliquais. En réalité, c'est ça. Après, il y a certaines techniques. Essayer de se mettre différemment, de prendre la place de l'autre, de se mettre dans ses chaussures en se disant, mais qu'est-ce qui peut bien lui arriver? Pourquoi est-ce qu'il a été comme ça? C'est pas facile, ça, parce qu'en général, quand on est blessé, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de très humain, c'est que il y a l'amour-propre ou l'orgueil peut-être, ou l'ignorance, ça peut être un petit peu tout ça, mais qui fait qu'on a plutôt tendance à vouloir se défendre soi, défendre sa position. C'est aussi la base de beaucoup de conflits. Hein. Je me fais l'avocat du diable ici. Bien sûr, bien sûr. Ce que tu dis est vrai, mais dans l'absolu, quand on est blessé, c'est son amour-propre. On veut être compris, on veut être entendu. Il n'y a pas de place pour écouter l'autre. Comment on fait pour mettre la place chez l'autre? Comment on fait pour avoir cette humilité, peut-être, de dire, OK, et comment on fait aussi, surtout, pour ne pas s'oublier soi, parce qu'il y a des gens qui font l'inverse, c'est qu'ils n'arrêtent pas de s'oublier et ne se respectent plus. Et du coup, on met toujours l'autre en avant. C'est ce qui crée aussi pas mal de conflits aussi. Comment on fait pour trouver l'équilibre? Déjà, on comprend notre fonctionnement de base. Notre fonctionnement de base, on parle souvent, alors peut-être que vous avez entendu l'histoire des 3 cerveaux, qui a été présenté avec le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau qui était notre cerveau de base commun, ensuite le cerveau limbique qui est plus celui des émotions, et puis le néocortex. Et puis il y en aurait un 4e, alors c'est une étude un petit peu plus récente, un 4e qu'on développerait vers l'âge d'une 30aine d'années. Donc on va oublier le 4e pour l'instant, restons sur les idées des 3, même si c'est une théorie qui date des années 50, donc qui a été beaucoup rediscutée depuis, mais peu importe, parce que c'est quelque chose qu'on arrive à bien comprendre. Il faut se dire qu'on a tous un fonctionnement de base qui est une réaction, on appelle ça les 3 F, flight, freeze, fight. C'est ça, oui. Dans 2 secondes, vous allez avoir le chat qui va venir binger la caméra, mais voilà. Et donc, ces réactions de base, on les a toujours.
on ne peut pas s'en dépasser. On ne peut pas les dépasser. Je veux dire, on ne peut pas les écarter. Il faut les comprendre. Il faut savoir que c'est notre fonctionnement qui nous a préservés jusqu'à présent, depuis l'origine des temps, que c'est ancré en nous et qu'il faut arriver à les dépasser. Donc déjà, on a cette première conscience. On a conscience que notre premier réflexe va être effectivement d'être blessé, comme tu dis, dans notre orgueil, dans notre amour propre. Mais il y a des émotions de base qui sont la peur, ça a une émotion extrêmement importante. L'orgueil n'est pas une émotion. L'orgueil est un sentiment qui vient par la suite. Donc c'est quelque chose qui va s'éloigner un petit peu plus facilement. La peur, par contre, elle est plus difficile à éloigner. Donc en fait, ça implique aussi de s'écouter soi-même et d'avoir cette auto-empathie qui est de se dire, ok, là, je réagis parce que j'ai peur. Je réagis parce que je me retiens de pas partir en courant. Je réagis parce que je me retiens de pas lui mettre ma main dans la figure. Je réagis parce que là, je suis en complète sidération. Ou justement, je ne réagis pas, quoi. Mais je sais que ce sont mes mécanismes de base, je les admets, je passe, et maintenant, je vais essayer d'aller un tout petit peu au-delà. Il y a une autre métaphore qui est bien, parce qu'elle est simple. Moi, j'aime bien les choses qui sont simples, hein. C'est mon côté avocat. C'est aussi le propre du conférencier, c'est de rendre les choses complexes. Les choses simples, surtout parce que, en fait, je trouve qu'avec les choses simples, elles nous reviennent quand on est dans la galère. Oui. Si tu fais une théorie et une explication super longue, quand tu es dans la galère, il n'y a rien qui vient, quoi. Alors, une des métaphores, je trouve, que moi j'aime bien, c'est celle du professeur Kahneman avec le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est celui dont je parlais, le truc automatique, c'est-à-dire notre mode de fonctionnement de notre cerveau pendant 90% du temps. Celui qui gère tout, qui fait que là, je suis en train de vous parler, que vous êtes en train de m'écouter, que c'est lui qui gère tout et qui ne bouffe pas toute notre énergie. En fait, c'est un outil absolument incroyable qui fait qu'on peut tout faire. Mais de temps en temps, le truc qui peut tout faire, il fonctionne pas très bien. Il faut passer au système 2, qui lui est plus intelligent, va consommer plus d'énergie, mais là, on va aller effectivement à l'écoute de l'autre, au-delà de nos premières réactions et à la recherche de quelque chose de raisonné. Donc, il faut l'activer. Comment on l'active ? Eh bien, on se met on ouvre ses chakras, bon ça c'est une blague, mais à peu près, c'est-à-dire qu'on se met en situation effectivement d'écoute, de volonté. Je veux écouter cette personne, je veux réussir à trouver une solution. Ma volonté fait que je vais y travailler. On cherche d'autres explications à ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la personne en face de moi est en train de crier ? Tu m'as perdu ? Je parle dans le vide ? Moi, j'y suis, mais il n'y a plus Michel. T'es revenu ? Oui, moi, je suis là. Moi aussi. Je suis là, il y a eu un bug. Voilà. Donc, vas-y, on continue. Donc, là, tu nous faisais une démonstration du freeze. Hein, c'est ça ? Oui, je me suis dit, mais freeze, blocage. Voilà. J'ai la fibre et malgré la fibre, il y a comme ça des petits bugs. Voilà. Voilà. La fibre, on va dire que c'est ton système 1, ça marche presque tout le temps et de temps en temps, il y a un petit bug. Gardez l'image de la fibre. La merde alors. Et donc, ça nous scotche. Possible. Ah, alors là, je te vois figé sur un super sourire, mais je ne te vois plus. C'est pas le chat, il n'a rien touché, hein. Mais c'est dingue ça. T'es là ? Bah oui, je suis là. C'est quoi ce problème ? Ouais, je suis là. Tu me vois ? Ouais. Pourquoi je te vois pas plus grand ? Oh, mais quelle andouille. Moi, je suis là. J'ai mis mon écran plus grand, je te vois maintenant, c'est top. Ok, donc apparemment c'est ok pour tout le monde, on nous voit, ouais. Donc voilà. Donc moi continue dans la foulée, sur la lancée. Comment on fait ? Alors, oui, tu étais sur T3F. J'étais aussi partie sur le système 2, c'est l'effet Sabine ça. Merci Olivier, c'est toujours ça. Voilà. Merci Alexandra, c'est top. Donc j'étais en train de dire, l'une des techniques, c'est de prendre les chaussures de l'autre, d'essayer de se mettre à sa place en se disant qu'est-ce qui peut lui arriver. L'autre façon peut être un petit peu comme on fait en photo, on va essayer de faire sous un autre angle. On le voit comme ça, mais on va le faire comme ci, on va le faire comme ça, on va regarder par en dessous, on va regarder par au-dessus. En fait, ça demande de l'effort, ça demande de l'effort, hein, c'est pas spontané. Bien sûr que ça demande de l'effort. Il y a aussi l'idée de se dire, toujours à mes images de la photo, on peut zoomer sur la situation pour essayer de comprendre un petit peu plus
quel est le contexte de la personne, ou on peut au contraire dézoomer pour se dire mais dans quelles circonstances il est. Bon, je sais, c'est un petit peu théorique tout ça, hein, mais j'essaye de couvrir beaucoup d'éléments. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Ah, bon, ça c'est une de mes photos fétiches. C'est ce que tu expliques, hein. C'est à un moment donné, tu dis de zoomer, mais c'est vrai que quand on regarde mal la photo, on serait tenté de penser que c'est un lion qui mange un lionceau, mais il le mange pas, là. Tout à fait. Et puis, dans ma conférence, j'ai fait un effet d'optique où au début, la photo est totalement floutée avec une mise au point. Ah, avec une mise au point, le patron vient de rentrer, qui n'est pas sur... touche pas la caméra, mon chéri. Voilà. Donc, voilà. Voilà, on voit une queue, voilà. On voit une queue. Tu dis bonjour, mon chéri. Voilà, c'est ça, il a dit bonjour. Voilà, voilà. Et donc, c'est le grand sketch du chat. Bon, c'est bon, il va se coucher à côté. Intéressant niveau métaphore, prendre un autre cadre comme modifier ses perceptions en dézoomant et en changeant son regard. C'est exactement ça, Claire. Dans ma conférence, effectivement, c'est quelque chose que je montre par étapes. Je floute cette photo et je la fais apparaître pour qu'on ait la prise de conscience de ce qui se passe. J'irai la chercher, Joël, promis. Pour l'instant, c'est le chat qui veut passer à la télé. Hein? Alors, parmi toutes les belles histoires que tu as racontées et parmi les 300 photos que j'ai ici en dessous des yeux, est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de Nelson? Parce que Nelson, c'est quand même ton histoire signature et l'une de tes plus belles expériences et l'une des plus touchantes et en même temps même amusante. Elle est extraordinaire. En fait, j'ai envie de dire, toutes tes histoires sont extraordinaires, bien entendu, parce que derrière chaque photo, allez, je vais en montrer tout à l'heure, on va en passer quelques-unes en revue, mais est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de Nelson? Oui, je veux bien. Par contre, je ne vous montrerai pas la plume autrement, je ne vous dis pas. Il va y avoir une guerre atomique, là. Comme le prédateur est rentré. Donc, alors, l'histoire de Nelson, eh bien, c'est une histoire qui m'est arrivée au cours du même voyage où j'étais partie toujours en avion avec mon camarade. Après avoir rencontré Brian Jones en Afrique du Sud, nous sommes partis en Namibie. Et là, j'ai rencontré une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Maria Deckman, qui tient un centre qui s'appelle Rare and Endangered Species Trust à Otjiwarongo. Et le fit est tout de suite passé avec Maria parce qu'elle était aussi avocate dans une autre vie. Elle est américaine. Elle était avocate à Chicago et puis elle est partie faire un stage en Namibie. Elle a rencontré son mari. Elle y est restée. Et là, Maria a décidé de prendre de nouveaux sujets de défense et de s'occuper des animaux, mais pas n'importe quel animal, les plus moches et les plus mal aimés. Voilà. Et donc, notamment, les vautours. Et on s'est bien entendu aussi avec Maria parce que elle savait que j'avais rencontré Brian Jones et que le fait que ça se soit bien passé avec Brian Jones m'a ouvert en réalité les portes un petit peu partout. Alors, Maria me dit, j'ai une super mission à te confier. En fait, tu vas nous faire des beaux portraits comme tu as fait là avec Brian, c'est génial. Tu vas nous faire des beaux portraits de vautours parce qu'il nous en faut pour qu'on puisse avoir des fonds et des donateurs. Et là, moi, je me dis, le dessin que vous venez de voir passer, c'est à peu près ça que j'avais en tête. Les vautours, pour moi, c'était un peu ça. J'avais des préjugés, genre, vous savez, Lucky Luke, le livre de la jungle, les Disney, on a tous grandi avec ce genre d'ânerie. Et je me dis, faire une belle photo, ça va quand même être un challenge, hein, parce que j'avais fait des beaux lions, j'avais fait des beaux guépards, des éléphants, des girafes, tout ce que tu veux, mais à la base, c'est des beaux animaux, quoi. Et un vautour, je me dis... même si j'ai du beau matériel, merci Canon, je sais franchement pas comment je vais y arriver. Hein. Donc, c'était mes préjugés qui fonctionnaient à 100%. Bon, quand même, je me dis, allez, on va faire un effort, on va y arriver, on va essayer de faire comme Brian. Et je me retrouve, photo suivante, cher Gourouche. Je me retrouve, ping, dans la volière des vautours avec Maria. Donc là, vous voyez, elle a à côté d'elle un vautour griffon du Cap. C'est très impressionnant. Il s'appelle Nelson. Et ce Nelson, c'est leur ambassadeur. Et elle me dit, tu vas nous faire un beau portrait de notre ambassadeur Nelson. Bien. Donc, j'ai commencé par faire une photo de Maria avec Nelson. Jusque-là, ça va.
Ensuite, j'ai fait une photo de Nelson tout seul. C'est quand même pas super sexy non plus, mais je continue à travailler. Encore une. La suivante, vous allez voir, c'est pas mal. Là, déjà, c'est impressionnant. On voit la majesté du vautour. Mais là, il a commencé à se passer quelque chose. C'est que pendant que je photographiais Nelson, Maria m'a raconté l'histoire des vautours griffons du Cap, qui sont menacés d'extinction. En Namibie, il y en a, attention, Michel, arrête-toi dans les photos. Ne touche plus, hein. En Namibie, il en restait une 60aine. C'est-à-dire rien. Parce qu'en fait, ces vautours sont électrocutés sur les lignes à haute tension, ou bien ils sont empoisonnés, pas volontairement, mais par les fermiers qui veulent se débarrasser des chacals et qui donc mettent des poisons dans les carcasses. Et quand les vautours vont manger les carcasses, ils s'empoisonnent. Ou bien ils ont tellement soif, les malheureux, qu'ils se jettent dans les réservoirs pour boire et donc ils se noient parce que leurs plumes prennent l'eau. Enfin, vraiment une catastrophe. Et depuis, c'est devenu encore pire. Mais bon, à l'époque, déjà, c'était une vraie catastrophe. Et Maria commence à me raconter l'histoire même de Nelson. Et elle me dit, tu sais, Nelson, c'est vraiment incroyable parce que Nelson, il habitait en France à côté de chez toi. Ah bon? En fait, Nelson, il vivait avec sa compagne dans un zoo, dont je tairai le nom, dans un zoo en France, à côté de chez moi. Et il s'est passé quelque chose d'affreux, c'est que la compagne de Nelson a été empoisonnée, et là, par malveillance. Et le souci, c'est que les vautours, comme les albatros, s'apparient pour la vie. Et donc Nelson, totalement désespéré, a commencé à se laisser mourir. Dépressif, l'oiseau. Et là, la France a été légèrement ennuyée parce que un couple d'oiseaux menacés d'extinction, c'est un peu gênant. Et donc, ils ont réexpédié Nelson en Afrique. Et c'est comme ça qu'il a atterri chez Maria. Et là, et là, Nelson est devenu un ambassadeur. Alors, un ambassadeur parce qu'il apprécie les humains. En tout cas, il les supporte, ce qui est rare. Ils ont plein de préjugés contre nous, ils ont parfaitement raison. Et comme Nelson était un oiseau qui était doux et gentil, alors toutes les caméras de télé venaient le filmer. Donc, c'était vraiment le chouchou. Et moi, je me dis, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas comme Brian? Sauf que moi, étant avocat, je parle. Et donc, je me dis, tiens, je vais parler avec Nelson. Et comme il a vécu en France, je vais lui parler en français. Et me voilà en train de tchatcher avec Nelson et je lui dis « Bonjour Nelson, comment vas-tu? Moi c'est Sabine, moi je suis avocat à Paris, je suis absolument sûre que jamais tu n'as vu un avocat parisien dans ta volière et moi t'es le premier vautour comme ça que je vois d'aussi près, franchement impressionnant. Et en même temps, je me suis mise au niveau de Nelson. Parce que l'une des rares règles de photo que je connaissais à l'époque, c'était de me placer à la hauteur de ses yeux. Alors là, il y a peut-être la photo, si tu veux nous montrer. Voilà. Et donc, je me mets à genoux dans la volière, au niveau de Nelson, pour prendre mes photos, et je continue à lui parler. Et puis, il se passe quelque chose de un peu surprenant. La photo suivante va nous le montrer. Nelson commence à être attentif, lui aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il m'écoute. J'ai l'impression qu'il commence à se passer quelque chose. Donc, je suis assez encouragée. Je continue à lui parler, même si c'est un peu impressionnant quand même d'être fixé comme ça, avec ses petits yeux jaunes et ce gros bec. Donc, je continue à lui parler de ma voix la plus douce, d'avocat non bulldozer, mais d'avocat presque médiateur. Et, hop, Nelson se couche. Alors, moi aussi, je me couche dans la volière pour être à la même hauteur que Nelson et je continue à lui parler. Et là, Nelson, manifestement, on voit bien qu'il m'écoute. Et tout d'un coup, voilà, le miracle s'est accompli. C'est devenu, en fait, un gentil poussin. C'est dingue, cette photo, elle est fabuleuse. En fait, j'ai trouvé la clé sans le vouloir. Alors, si tu veux nous mettre la photo d'après, je pense que c'est le comparatif entre le avant Nelson et le après, voilà. Le premier Nelson que j'ai photographié, le deuxième Nelson que j'ai photographié après avoir créé ce pont,
Et en fait, je ne le savais pas à l'époque, hein, c'était la première fois que je photographiais un oiseau comme ça. C'est avec les albatros que j'ai compris après l'histoire du gaming, de la synchronisation, de comment on se met à la hauteur de l'autre physiquement, ce que font les oiseaux, quoi. Et j'ai fait ce qu'ils font sans l'avoir vraiment compris, quoi. C'est un truc de dingue. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Parce que effectivement, quand tu vois ces oiseaux-là, déjà, voilà, c'est pas forcément l'oiseau vers lequel tu irais ou tu irais faire un câlin, mais d'un coup, cette photo, ça devient effectivement, comme tu le dis, un petit poussin. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, émotionnellement, à ce moment-là? Ben, j'ai eu un coup de foudre. Ouais. En fait, j'ai été, ça m'a vraiment fait un coup au cœur parce que quand en plus tu es en train de prendre des photos avec un zoom, tu as vraiment l'œil dans l'œil, quoi. C'est quelque chose où le monde n'existe plus. Tu es dans ton appareil photo, tu es dans ta... Tout est suspendu dans le temps s'arrête. Ouais, je crois que tous les photographes, et même ceux qui ne sont pas photographes le comprendront, je veux dire, tu es derrière ton viseur, et tout ce que tu vois, c'est la présence d'en face. Rien n'existe autour. Tu es totalement concentré, et en fait, j'étais dans le flux de ce qui s'est passé avec cet oiseau. Et moi, j'aime les animaux profondément, donc ce qui s'est passé, ça m'a réellement touchée. C'était le début de mon voyage, mais j'avais déjà vécu des choses avec Brian, comme je vous l'ai dit. J'avais aussi vécu des choses avec des chimpanzés, donc j'avais commencé, moi, à avoir tout ce monde de mon enfance qui remontait. Donc, pour moi, c'était vraiment très, très émouvant. Un moment qui était très fort. Et j'ai compris que d'abord, j'avais réussi à passer mes préjugés en lui parlant pour me rassurer moi-même un petit peu, pour être un petit peu plus à l'aise. Au début, je l'ai fait presque un peu pour rire parce que j'aime bien être clown, hein. Quand je suis pas toujours à l'aise, je fais clown. Mais voilà, j'ai un peu commencé, mais très respectueusement, cela dit. C'est pas pour me moquer de Nelson, mais voilà, je voulais essayer de faire quelque chose un peu à la Brian Jones et comme faisait Maria, puisqu'elle leur parle aussi. Et voilà, et ce truc m'a plus que touchée, quoi. Et alors, l'histoire a une suite. Alors, on écoute. Alors, ensuite, eh bien, c'était la fin de mon premier voyage en Afrique et j'ai dû rentrer en France. Et là, j'ai repris mon boulot d'avocat à l'époque. Et ça a été une horreur. Enfin, pas spécialement. Pourquoi qui avait changé? Le boulot en soi n'avait pas changé. Tes clients n'avaient pas changé. Qu'est-ce qui avait changé? Toi, moi, j'avais changé. Moi, j'avais changé. J'avais passé 3 semaines à vivre des choses extrêmement fortes. J'avais laissé mon cœur en Afrique. Et qu'est-ce qui avait réellement changé? C'est quoi qui avait changé chez toi? Ben, en fait, j'avais pendant 3 semaines déposé mon armure. Je pense que c'est ça le problème, c'est que dans toute ma vie d'avocat, j'avais une armure. J'étais intransigeante. Pour reprendre un langage d'animal, j'avais sorti mes griffes, j'avais sorti mes crocs. J'étais là pour défendre mes clients. Je faisais mon job, je faisais très bien mon job. Mes clients étaient très contents. J'étais quelqu'un de très dur. J'avais plus d'amis à l'époque. Je passais mon temps à bosser, donc c'était une vie qui était, oui, vraiment, c'était. Ça affectait ta vie privée, tout simplement. Ouais, j'étais dans ce monde de bagarre, parce que c'est moi qui le voyais comme ça aussi. Hein. C'est moi qui projetais. Je le comprends maintenant puisque je peux continuer à faire le même boulot en étant totalement différente et avoir des clients qui sont toujours aussi ravis. Donc c'était ma projection en fait, ma façon de me défendre et de me comporter dans ce milieu-là. Et donc d'être partie pendant ces 3 semaines où j'ai vécu des choses mais absolument inimaginables, il faudrait des heures et des heures pour raconter tout ça. J'imagine. Très puissante parce que voilà, moi je retrouvais mon rêve de gosse, donc c'était quelque chose d'incroyable et puis j'ai rencontré des gens incroyables. Alors je veux juste rebondir sur ce que tu dis parce que je pense que ça peut être aussi une leçon pour beaucoup d'entre nous qui regardons ce moment extrêmement délicieux avec toi. C'est tout à l'heure tu en as fait allusion, mais je veux revenir là-dessus parce que je pense que c'est important. Tu peux chasser tous les rêves d'enfant aussi souvent que tu veux, mais ils reviennent aussi vite au galop. Qu'est-ce que ça fait à un moment donné de se reconnecter avec l'enfant qui est en toi et de vivre un rêve d'enfant? Qu'est-ce que ça fait d'être dans l'accomplissement de ce rêve d'enfant? Parce qu'au fond, ça fait partie de nous. On peut le repousser autant qu'on veut, mais ça revient toujours à la charge. Ça fait quoi de te connecter avec ce rêve d'enfant aujourd'hui? Ça a changé quoi chez toi? Le bonheur. Le bonheur, et puis ça m'a ouvert une nouvelle vie, en fait. Ça m'a changé moi-même, ça m'a réouvert, ça m'a permis de découvrir du monde, de me faire des nouveaux amis.
d'avoir des gens qui sont merveilleux autour de moi. Et je ne dis pas ça uniquement parce qu'il y en a qui nous écoutent, mais je le dis tout le temps. Commentez d'ailleurs, envoyez tous vos compliments. Ça m'a permis de te rencontrer, Michel, ça m'a permis de rencontrer Anne. C'est des choses que je n'aurais pas fait avant. Voilà, ça ne serait pas passé, hein, ma chère Anne. Elle est très concentrée sur ce qu'elle fait. Coucou. Ah non, bah oui, elle t'écoute parce que tout à l'heure, elle doit faire une synthèse de ce qu'elle a entendu. Donc là, ça écoute sec. Hein. Ça écoute sec. Non, ça m'a reconnecté avec ce bonheur. Mais en même temps, différemment. C'est drôle parce que quand j'étais petite, mes livres de chevet, c'était Tarzan de Edgar Rice Burroughs. Et je lisais ça comme du petit lait. J'avais un carnet dans lequel j'avais les mots pour parler aux animaux, donc je m'étais fait un vocabulaire et tout ça. Et il y a quelques années, j'ai voulu relire. Et ça m'est tombé des mains. J'ai trouvé ça violent, raciste, primaire. Et je me suis dit, mais la vache, c'est comme quand on relit Tintin, en fait. Oui. Hein, bon, ben voilà. Oui, mais comme tu le dis, après, comme Tintin et comme Tarzan, ce sont des bouquins qui ont été écrits aussi au temps des colonies. À l'époque, bien sûr. Et il faut savoir, et c'est pas évident, mais il faut savoir remettre ça dans ce contexte-là, parce que tu dis très justement, c'est comme Tintin, hein, Tintin au Congo, c'est un livre profondément raciste, sauf que Hergé, à l'époque, dans les années 20, 30, ne se considérait pas raciste. C'était le monde dans lequel il vivait à l'époque. Je critique pas Michel, hein, je critique pas. Ça reste mes livres de chevet. Ouais. Simplement, je me dis, waouh, c'est quelque chose qui, à l'époque, m'avait impressionné, mais qu'aujourd'hui, même moi, je trouve ça violent. Donc, j'étais en train de passer à autre chose. On a évolué, oui. Je comprends. Qu'est-ce que ça m'a fait? Oui, enfin, je pense que c'est ça. C'est surtout m'ouvrir à un monde où, en fait, le merveilleux, il est là à chaque instant, quoi. Mais est-ce qu'il ne faut pas le chercher? C'est comme tout à l'heure, on disait, il faut faire un effort pour écouter l'autre, il faut faire un effort pour prendre sur soi, mais c'est aussi faire un effort pour aller chercher le merveilleux, non? Oui et non, il est là. Le merveilleux, il est là, mais pour celui qui ne le voit pas, il ne le voit pas. Il faut faire un effort. Il est... oui. Oui. D'accord. Oui, je veux dire, je peux te sortir beaucoup de citations qui te diront ça, mais effectivement, l'aventure, elle est au coin de la rue. Le voyage, on le voit dans le même visage tous les jours, il est différent chaque fois. Voilà, c'est réellement une façon de voir les choses, une façon de s'ouvrir sur le monde. Et effectivement, il faut cet effort de volonté parfois, tu vois, dans des périodes difficiles comme on a passé le Covid. Quand on a eu le premier confinement, en fait, je me suis retrouvée dans une phase de sidération complète. J'étais pétrifiée, comme beaucoup de gens. Qu'est-ce qui m'a fait en sortir? Ton émission du Talk Talk Show. Ah bon? Eh ouais. Chouette, merci. Ouais, le soir, je me connectais et en fait, le soir, tu faisais cet effort d'être optimiste et de dire à tout le monde à combien vous êtes sur l'échelle. Et là, je me suis dit, waouh, je suis pas toute seule. Il y a ce moment où, en fait, dans la journée, j'avais des amis. J'étais pas seule, en fait. Hein. J'avais toujours des amis. J'étais toujours accompagnée. Mais voilà, à 22h, tu te retrouves tout seul chez toi. Puis à l'époque, j'avais même pas de chat. Hein. Donc c'est pour dire. Donc tu te retrouves seule. Et en fait, non, je l'étais pas parce que tu avais créé une communauté. Mmh. C'était impressionnant. Chouette. Bah, écoute, merci. Le Talk Talk Show est toujours là. 2 ans plus tard, le Talk Talk Show est toujours là. Et tu vois, le merveilleux, c'est que maintenant, j'y suis en train de passer dans l'émission. C'est pas complètement dingue, ça? C'est des trucs, tu vois, c'est... Alors, justement, je voulais nous raccrocher à cette fabuleuse histoire de Nelson, parce qu'elle existe en 2 parties. Elle est en 2 parties. Donc, tu rentres, tu as changé. Tu as changé, donc tu n'es plus le même avocat. Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? T'envoies tout bouler? Je suis effectivement... Quasiment. Très, très tiraillée. Très, très tiraillée. J'ai tenu 6 mois. Et au bout de 6 mois, je suis repartie en Namibie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était quel est le déclic qui a fait que ça a changé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette prise de conscience? J'y pensais tous les jours. Ah oui. Tous les jours.
tous les jours, tous les jours. Nelson, c'était tous les jours. Les gens, ils pensaient que je suis complètement dingue. Je ne parlais que de Nelson. J'étais complètement obnubilée. Nelson, l'Afrique, la Namibie, l'Afrique du Sud. Ouais, mais c'est une expérience qui marque, effectivement. C'était une vraie folie. Donc, je repars en vacances. Je repars dès que je peux, donc 6 mois après, et je retourne, évidemment, en Namibie, et je fonce voir Maria. Et Maria me dit, écoute, tu vois, elle me prépare. Tu sais, c'est un oiseau, il t'a peut-être oublié. Et moi, je lui ai dit, non, c'est pas possible, c'est pas un oiseau, c'est mon Nelson. Il m'a pas oublié, c'est impossible. Eh ben, on va dans la verrière. Dans la volière. Volière. On va dans la volière. Tu peux nous mettre la photo? Bien sûr. On va dans la volière et on s'installe avec Maria et hop, Nelson, il est là-haut avec ses petits camarades, il nous voit et il vole direct, il se pose sur le sol. Et puis, alors là, on a l'art de faire durer le suspense. Hein. Et puis, il se met à ramasser des brindilles. Plein de brindilles. Et puis, il vient vers moi. Et puis, il dépose sur mes chaussures. Et là, je dis à Maria, c'est marrant là, il fait quoi Nelson? Parce que en 6 mois, je ne suis pas devenue vautourologue. Hein. Donc, j'ai pensé tous les jours, mais je ne savais pas spécialement plus. Et là, Maria, la mâchoire totalement décrochée, me dit, là, il te demande de faire un nid avec lui. Waouh. Et faire un nid chez les vautours. Waouh. Oui, c'est la demande en mariage et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regretté de ne pas l'avoir accepté. Et après, avec tout ce que j'ai appris sur les vautours, je l'ai encore plus regretté de ne pas l'avoir accepté. Parce qu'il n'y a pas plus gentil, fidèle, doux, amoureux. C'est dingue comme quoi ces préjugés-là nous font parfois détester un animal qui est aussi doux que tu le décris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu, Nelson? Bon, alors, un petit bémol. Quand même, Nelson, je l'ai dit au début de mon histoire, hein, Nelson, il est ce qu'on appelle imprégné, c'est-à-dire qu'il a l'habitude des humains. D'accord. Vois, si dans la brousse, je fonçais voir un oiseau, enfin un vautour, et que je lui dise bisous, bisous, bisous. Ouais, flap, 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 il s'en va. Ouais, voilà, la pauvre bête, je le traumatiserais complètement. Et en fait, quand les vautours ont peur, ils se mettent à vomir. Voilà, donc exactement. Et Sabine pond un œuf, non, même pas, un ouf plutôt. Hein. Et non, et je veux dire, le pauvre malheureux, je le terroriserais complètement. Nelson a plus l'habitude des humains, mais ça n'empêche que il n'y a qu'à moi qui l'a fait ça. J'insiste quand même sur le fait. Bon, et après ça, malheureusement, Nelson a vécu encore quelques années après ça. Il a commencé à faire un nid avec une autre jeune femelle vautour qui est arrivée. Donc, ça l'a débloqué parce que depuis qu'il avait perdu sa compagne, plus rien. Et puis après, c'est en 2009 où malheureusement Nelson a eu une maladie et il n'a pas survécu. Mais il était déjà très âgé, il avait une 40aine d'années. Ce qui est un âge normal pour un vautour, je sais pas. Pour un vautour qui a vécu en captivité, ça peut. D'accord. 40 ans, c'est considérable. Ah, il y a des perroquets qui vivent jusqu'à 100 ans. Hein. Oui, il paraît, effectivement. Et donc, aujourd'hui, quelle est la leçon que toi tu tires de ces préjugés? Parce que, comme je le disais au début de notre entretien, toutes ces histoires animalières, toutes ces photos, ces centaines de photos que tu as amenées, parce qu'il faut savoir que tu as aussi publié des bouquins, des livres, tu fais des expositions, tu ne fais pas que des conférences, tu ne fais pas qu'être avocat, voilà, c'est un univers qui te fait vivre et qui est extraordinaire. Aujourd'hui, quelle est la leçon qu'on peut retenir de cette histoire avec Nelson? Il y a beaucoup de choses à en tirer. Évidemment, la première chose, c'est les préjugés. Tout ce que ça nous fait perdre et tout ce qu'on gagne à les écarter. Tout ce que j'ai découvert avec cet oiseau, alors que j'avais mes idées totalement préconçues sur les vautours. Et mes idées préconçues, je les avais, mais je les ai et je les aurai toujours. Ah, ça, c'est un de mes ouvrages avec mon amie Christine Denillot. C'est le dernier jeunesse qu'on a publié. Il est magnifique, hein, c'est un très très beau livre. Ouais, très très chouette. Où là, justement, avec Christine, on a voulu travailler sur les animaux moches et mal aimés, et on a voulu faire de l'inspiration pour les plus jeunes. Donc, on a raconté, par exemple, pour les hyènes, à quel point les hyènes étaient parmi les meilleures mères de la création.
C'est un très très beau livre que je lis à mon fils. Bah oui. Bah, les hippopotames qui sont absolument indispensables pour leur écosystème. Donc, à chaque fois, on a trouvé des petits liens pour faire découvrir les choses. C'est Le fabuleux. paresseux, c'est un HLM à insectes. Il y a des milliers d'insectes qui vivent dans sa fourrure. Voilà, on le trouve en librairie, ce livre, où c'est qu'on le trouve? Non, on le trouve chez nous, sur le site de Génial Nature. D'accord, ok. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc, je t'ai un peu interrompu. Revenons sur nos préjugés. Revenons sur nos préjugés, parce que ça nous concerne nous en tant qu'êtres humains. Des préjugés, on en a tout le temps. Combien de temps ça prend pour nous faire une idée de quelqu'un quand on rencontre quelqu'un? Ça prend combien de temps pour qu'on se fasse une idée? Si on posait la question à nos auditeurs, à votre avis, combien de temps vous faut-il pour vous faire une première idée sur une personne que vous rencontrez pour la première fois? Alors allez-y les amis, donc il y a un petit décalage. Donc pendant qu'il y a le décalage, tu peux continuer à nous parler des préjugés. Donc la question elle est claire. Hein. Donc la question est posée. En combien de temps nous faut-il pour nous faire une première impression sur une personne? Est-ce que c'est l'ordre de la seconde, de la minute, du quart d'heure? Voilà. Quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, en combien de temps on se fait une idée sur cette personne? Voilà. Alors ici, on a Alexandra qui nous dit 9 secondes. On a Olivier qui nous dit 2 secondes. Joël nous dit... Ah, Joël, elle prend le temps. Joël, alors là, elle prend le temps. 10 minutes. Mais c'est normal, elle est belge, Joël, comme Michel. Ça veut dire quoi, elle est belge? Attention, parce que t'as une belge qui t'écoute, là, attention. Donc, alors j'ai encore 7 secondes, dit son mari. Donc, on a un petit peu de tout. Donc, de l'ordre de 2 secondes, 5 secondes, 7 secondes. On a Joël qui rigole. Pour moi, c'est tout de suite. Oui, mais ça veut dire quoi tout de suite, Jacqueline? Tout de suite, c'est quoi? C'est 2 secondes, c'est... voilà. Il y a la chanson. Mais moi, je vais manger mon chocolat toute seule. C'est moi qui l'ai gagné, les chocolats. Hein. C'est toi qui as gagné le chocolat? Ouais. Alors, c'est ce qu'il m'a fallu pour t'apprécier. Oh, mon chéri. Louis nous dit 1 demi-seconde. Tu te rends compte que tu manges devant nous, là, comme ça, toute seule? Ouais. Alors, ça met combien de temps pour qu'on puisse se faire une idée de quelqu'un? Alors, il y a un blanc, c'est juste parce qu'elle ne parle pas la bouche pleine. Bon, alors, ça met 1/10 de seconde. 1/10 de seconde. Donc, on est même encore loin de la Louis, demi-seconde. c'était pas loin. C'est Louis qui est le plus proche. Alors là, on est loin des 10 minutes. Hein. T'aurais pu réviser. Hein. Mais comme dit Olivier, c'est le temps qu'il m'a fallu pour tomber amoureux de moi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est 1/10 de seconde. 1/10. Et vous vous rendez compte que non seulement on se fait une idée de la personne en 1/10 de seconde, mais en plus, on se dit, je peux lui faire confiance. Ou pas. On l'affiche. On peut ficher. En 1/10 de seconde. C'est quand même dingue, ça. Donc, on la met dans une petite boîte. Voilà. Mais alors, maintenant, le gros boulot, ça va être de la sortir de la boîte. Maintenant que ça, c'est mesuré, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée? Eh bien, on recommence sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on le sait. On sait que quand on rencontre quelqu'un, c'est 1/10 de seconde. Donc, après, on dépasse en se disant, bon, alors attention, c'est mon 10e de seconde qui a marché. On se donne une image, genre, alors là, si je te dis de la chercher, tu vas devenir fou. On se dit, c'est comme mon Tuatara. Je te l'ai mis quelque part, mais tu ne vas jamais le retrouver. Oui. Alors, il faut que je le retrouve. Je vais te le retrouver, oui. C'est ce qui nous a sauvés dans la savane. C'est exactement ça, Olivier, en fait. Ce 10e de seconde, c'est ce qui nous permettait de nous dire ami, ennemi, partenaire potentiel. Voilà, c'était ça. En 1/10 de seconde, tu peux te dire, cette araignée-là, je vais la photographier ou pas. Enfin, tu as intérêt à aller franchement vite, parce qu'1/10 de seconde, elle va encore plus vite que toi. C'est sûr. Mais voilà, c'est le reste, c'est l'outil qui est toujours là, qui sera toujours là, dont on a besoin, on est fait avec, on fonctionne avec, mais on a d'autres outils qu'il faut actionner pour passer au-delà. Voilà. Alors, je cherche le Tuatara. Alors, il est où là? Il est où? Le Tuatara, je te l'ai peut-être mis dans... Je te l'ai peut-être pas mis. Je crois que je l'ai vu passer. Mais c'est pas grave, Michel. Ok, c'est pas grave. C'est dommage parce que ce sont des belles photos. Voilà. Ouais, il y a des belles photos. Je sais pas où il est. Alors,
Mais tu as le choix, tu as plein de trucs là, tu as toute la matière, j'ai même pas la main dessus. Ah oui, non mais on peut pas tout regarder, c'est pas possible si on en est là toute la nuit quoi. Non, il n'est pas là, je pense, le Tuantara, c'est ça, hein? Oui, Tuatara. Tuatara. Non, il est peut-être pas. Non, il est peut-être pas là, Non. je ne le vois pas, effectivement. Je suis déjà à la photo 202, je ne le vois toujours pas. Est-ce que tu veux qu'on raconte une histoire alors? Ben vas-y, raconte. Mais est-ce que je peux l'illustrer avec des photos que j'ai ici? Oui, justement, mais le truc c'est que je me rappelle plus ce que je t'ai mis. Prends ton temps, Michel, il vit vieux. C'est vrai que le Tuatara, c'est là où c'est vachement intéressant. Mais flûte, c'est vrai que je ne te l'ai peut-être pas mis. Bon, faudra me réinviter à une nouvelle émission. En fait, là, je suis en train de monter tu vois, il me faudra une autre émission pour le. Oui. Tu as qu'à montrer mes coulisses, que ça fasse rigoler un petit peu. Parce que ça, on fait toujours fantasmer. Il y a un truc il y a un répertoire qui s'appelle coulisses. Un répertoire. Non, mais là, je suis que sur ton PowerPoint. Hein. Oui, je sais, mais dans mon PowerPoint, il y a une section qui s'appelle coulisses. Il y a une section qui s'appelle coulisses. Alors, tac, nanana. Alors, disons que. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous montrer dans les coulisses? Vous parlez de ma vie sur le terrain. Oui, d'accord, ok. Alors, c'est plutôt vers la fin. Tout le monde se dit c'est super glamour la vie de photographe animalier. Oui. Parce que effectivement, il y a des photos extraordinaires. Voilà. Et effectivement, c'est super glamour. Hein. Je regarde. Voilà, ça sont des belles photos. Alors ça, c'est une histoire qui est rigolote, mais il faut que tu l'apprennes au début de la série. Oui, non, mais je voulais juste faire un florilège de merveilleuses photos que tu as. Attends, reviens au début de cette histoire-là, parce qu'en fait, c'est moi qui vais faire un jeu. Si tu reviens sur la première photo de cette section. Alors, c'est celle-là, je suppose? Voilà, c'est ça, ouais. Alors là, je vous emmène au Costa Rica. Écoute bien, Michel, parce qu'il va falloir que tu joues toi aussi. Et vous allez tous jouer. Donc, je vous amène au Costa Rica, où j'étais avec mon ami Olivier, qui nous suit avec beaucoup d'attention. N'est-ce pas, Olivier? Oui, il est là, oui. C'est vrai qu'il y en a un dans l'appart et je ne sais pas où il est. Ah oui, t'as raison. Voilà, ça c'est tombé. Alors, moi, on m'appelle Miss Catastrophe. Merci Joël, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, on met une petite musique, peut-être. Attends, j'ai peut-être. Ah non, c'était déjà de retour. C'est déjà de retour. Non, je suis là. Alors, donc, j'étais au Costa Rica avec mon ami Olivier Cazé. Et cette fois-là, j'étais pas avec mon ami Olivier Cazé, mais j'étais à Corcovado avec un gars absolument incroyable qui s'appelle Mike Boston et qu'on appelle le crocodile Dundee du Costa Rica, parce que c'est un spécialiste des crocodiles. Et donc, nous étions à Corcovado, qui est un parc naturel qui est au sud du Costa Rica, un truc hyper sauvage. Vas-y, photo suivante, si tu veux bien. Et voilà, on était en train de marcher sur la plage pour revenir à notre campement. Et on trouve ces empreintes dans le sol. Alors, avec la photo d'après, vous allez voir la taille à peu près de l'empreinte, pour vous donner une idée. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est grand comme une main d'un gars. Et ce sont des empreintes de tapir. Alors, j'avais toujours rêvé de voir un tapir. Voilà la papate du tapir. Ah oui, c'est drôle. C'est impressionnant, hein? J'avais jamais vu ça, dis donc. Alors, le tapir, vous allez le voir dans un instant, on l'appelle aussi le jardinier du Costa Rica parce qu'il mange des fruits et il dissémine les graines un petit peu partout. Il fait des kilomètres et des kilomètres et c'est vraiment un animal très costaud. Alors, arrête de passer les photos, tu spoil mon histoire. Oh, pardon, je vois juste une tête, d'accord, pardon. Repars en arrière, s'il te plaît. Ouais. D'accord, je voulais faire profiter nos auditeurs de ça. Vas-y, mets la suivante. D'accord. Donc, en fait, je dis à Mike, j'y vais. Et je grimpe dans le fourré où les empreintes menaient. Et Mike, complètement terrorisé, me dit, attention, parce que, merci Joël, attention, mais si c'est une femelle avec un petit, elle va t'aplatir, elle va te flinguer. T'as vu qu'arriver à raconter une histoire avec les commentaires de mes copains, c'est quand même quelque chose. Les salauds. Bon, donc, je vais voir mon tapir, je vérifie à l'arrière si c'est un garçon ou une fille. C'était un garçon, donc je me dis, bon, ça va, c'est moins grave, il va me renifler et étant femelle, ça devrait aller. Et puis, le tapir se réveille. Vas-y, la photo suivante. Me renifle, effectivement.
Donc, je fais quelques photos, me renifle. T'as le nez qui bouge, là. Ouais, c'est génial. C'est génial. Tu as le nez qui bouge. Et le tapir décide d'aller se baigner. Donc, il descend dans l'eau. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je descends dans l'eau. Et je suis le tapir. Et là, bon, vous voyez Mike qui se fend la gueule 2 minutes à l'idée de m'imaginer dans l'eau avec… je n'ai pas imaginé un instant ce qu'il pouvait y avoir dans l'eau parce qu'on ne voyait rien tellement c'était sombre. Mais bon, je suis le tapir pour faire une belle photo. Et donc, ça fait la jolie photo que tu vas voir après. D'accord. Le beau portrait de tapir. Ah, magnifique. Voilà. Donc, le tapir me tolère parfaitement et je fais cette photo assez extraordinaire. J'étais juste à côté de lui, c'était vraiment très chouette. Ce que je ne savais pas, oui, c'est un tapir de Baird, parfaitement, Louis. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, les tapirs étant très propres, ils font surtout caca dans l'eau. Ah bon? Et voilà. Et donc, il était descendu faire sa petite crotte dans l'eau. Voilà. Et une fois tout ça terminé, eh bien, il est allé se nourrir à nouveau. C'est beau, hein, quand même, c'est impressionnant. Et donc, toi, tu es resté là, il ne s'est pas étonné de toi, rien? Non, rien. D'accord. Et moi, je l'ai laissé partir. Voilà, il est tout au fond. Il avait l'habitude de voir les êtres humains Non. D'accord. Je lui parlais en même temps. Alors maintenant, voilà le jeu. Quelle métaphore en tires-tu? Moi? Ah bah ouais. Et nos auditeurs. Oh ben je vais laisser les auditeurs. Hein. Alors, les amis, qu'est-ce que vous apprenez de cette histoire? Quelle est la métaphore que l'on tire de cette merveilleuse histoire du tapir? Alors, effectivement, après, je sentais considérablement le tapir. Ah oui? Bah oui, parce que j'étais allée me baigner dans sa mare à caca, donc effectivement… Ah oui. Alors, je cherche toujours, pendant que nos auditeurs réfléchissent sur la métaphore que ça peut être, je cherche toujours ces photos de coulisses. De Tuatara, bah, tu l'as peut-être pas. Alors, je cherchais les photos de coulisses, mais il n'y a pas. Ok, d'accord. Bon. Mais Joël nous a donné une… Ça, c'est un boa. Ah, il est beau, hein. Alors, je vois qu'ici, il y a des premières réponses. Je vois ici Olivier qui dit emporter du Chanel au Costa Rica. Voilà. Ouais. Joël qui nous dit c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses camarades. Pas mal, Joël, pas mal. C'est pas mal, hein. C'est quand ça pue qu'il faut être là. Voilà. Eh ben, je sais pas, parce que là, j'ai pas… il aurait pu m'apporter des branches, ouais. Ouais. Alors, bon, ça se bouscule pas dans le chat. Alors, dis-nous, alors, quelle métaphore ça peut être? Eh ben, je ne sais pas, Gourou. C'est à toi c'est toi qui fais le jeu. Tu ne sais pas. L'histoire du tapir, tu ne sais pas. Bon, écoute, là, tu me surprends parce que je dois maintenant inventer. C'est vache, hein? Hein, pardon? Hein, c'est vache, hein? Ben oui, elle est vache parce que. Actionne ton système 2. Alors, je vais actionner mon système 2. C'est un animal propre. Il est dans l'eau. Tu es dans l'eau. Tu prends son odeur. Tu es rentré dans un territoire, il n'était pas farouche. Qu'est-ce que ça peut être quoi comme métaphore? Une métaphore où tu rentres sur le territoire de quelqu'un et tu finis par prendre son odeur. Mais que finalement, tu deviens un petit peu ce que tu fréquentes aussi, peut-être. J'en sais rien. Moi, je fais ça avec toutes les bestioles. Hein. Tu me mets sur un îlot de cormoran, au bout de 2 secondes, je sens le cormoran. Oui, mais ça, c'est normal, oui, effectivement. Voilà, donc je vois que ça se bouscule pas non plus dans le chat. J'essaie de trouver encore, parce que tu me demandes de réfléchir, mais pendant que je cherche des photos encore en plus. Ah ouais, elle est magnifique celle-là. Attends, celle-là, regarde. Celle-là, je vais vous partager une photo. En fait, on va commenter les photos que tu nous mets, ça va être beaucoup plus simple. Vas-y. C'est vraiment très très drôle. Regardez. Abandonnons ma forme. Voilà. Alors ça, c'est une jeune attelle au Costa Rica dans un programme de préservation qui est tenu par une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Carole. Et Carole Patrick, c'est son nom de famille, Carole son prénom. Elle fait un travail absolument remarquable. Elle, avec ses petites attelles qu'elle a récupérées quand elles étaient bébés,
elle les a élevés dans l'optique de leur redonner leur liberté plus tard. Et donc, grand bonheur, ce sont les attelles qui sont libres et ce sont les humains qui sont enfermés chez elle. C'est dingue. Ouais, et ben elle a bien réussi parce que en fait, chez les attelles, à l'adolescence, ce sont les femelles qui quittent leur troupe et qui vont rejoindre d'autres troupes. Donc c'est ce qui s'est passé. Arrivé à l'adolescence, les petites sont parties pour rejoindre d'autres troupes. D'accord. Très bien. Mais écoute, je te remercie. On arrive à l'issue de notre rendez-vous et on pourrait. Déjà ? Pardon ? Déjà ? Mais oui, on pourrait en parler toute la nuit, mais le problème, c'est que ça va faire déjà 1h30 qu'on est ensemble. Merci beaucoup pour ce partage et ces merveilleuses photos. Mais oui, il faut que Anne fasse son boulot aussi, hein. Ben voilà, donc il y a Anne qui va se préparer à faire sa chronique. Mais avant qu'Anne nous rejoigne pour faire sa chronique de synthèse, on va voir ce qu'elle a fait de tout ce qu'elle a entendu. Quel est le message que tu veux nous donner pour conclure ce rendez-vous ensemble? Quel est ce message de conférencière, de femme, de photographe, d'avocate, qu'est-ce que tu voudrais nous dire d'essentiel que l'on devrait retenir, que toi tu as appris principalement dans le monde animal? Ce soir, en tout cas, il y a un message que j'ai envie de donner, c'est qu'il faut suivre son rêve. Alors, c'est peut-être pas un message très corporate, mais peu importe, c'est celui vraiment que j'ai envie de vous donner parce que c'est là-dessus qu'on a beaucoup parlé ce soir, c'est la force, la puissance qu'on a quand on renoue avec ce qu'on veut faire. Je suis d'accord. Et que par les temps qui courent, je pense que c'est extrêmement important. On a vite fait de s'enfoncer, de perdre pied, de s'enliser, d'avoir peur, d'être inquiet, de s'éloigner les uns des autres. En fait, je pense qu'en renouant avec ce rêve et en renouant avec les autres, en réalisant à quel point on est dans un monde qui est tissé, dans un monde qui est social, tu vois. J'avais envie de vous parler des licarons ce soir parce que les licarons sont des chiens sauvages qui, pour moi, sont une inspiration de l'entraide et du groupe. Mais bon, ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. Mais c'est tellement important d'avoir les liens, d'avoir cette ouverture vers l'autre et non pas en disant que c'est à l'autre de faire la démarche, mais à nous, parce que réellement, c'est sur nous, en travaillant sur nous, qu'on s'ouvre et qu'on accueille l'autre et qu'on peut faire quelque chose avec. Voilà. Merci, et je pense que c'est effectivement le plus beau message que tu puisses donner. On s'en fout, le but c'est pas d'avoir un message corporate, c'est d'avoir un message du cœur, et tu nous l'as donné. Merci beaucoup les amis. Si vous voulez en découvrir plus sur Sabine Berner, allez sur son LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a toutes ses coordonnées, il y a ses sites différents, son site d'avocat, son site de photographe, vous pourrez tout y retrouver. Donc n'hésitez pas à vous mettre en connexion avec Sabine Berner, n'hésitez pas à lui demander de venir faire des conférences chez vous. C'est des conférences qui font voyager, qui font rêver. Merci beaucoup Sabine, c'est un excellent moment. Eh bien, sans transition, nous allons maintenant passer à sa fameuse synthèse. Ce que j'ai entendu, c'est envie de vous emmener en voyage. Attends, une seconde. Une seconde. Le micro. Là, non, mais non, c'est ça. Voilà, on va y arriver, hein. Tiens, voilà. Donc, le micro. Et le micro. Je disais, ce que j'ai entendu ce soir me donne envie de vous emmener en voyage. C'est le grand départ, un départ vers l'inconnu. Oh ben, je ne sais pas encore où je vais, je ne sais pas encore où est ma place et quelle place je vais trouver. J'ai juste besoin de m'envoler loin, direction les terres où les hommes doivent s'unir avec la nature. Là où la synchronicité entre la nature, les humains et les animaux ne font qu'un. Mais si je veux m'approcher du cœur de la mère Terre, il est important de me taire en me mettant à terre pour écouter ce que l'autre a à me dire et ainsi comprendre et accéder à l'empathie. Cette empathie qui me guide vers la compréhension de qui je suis et de qui vous êtes. Je commence à m'autoriser à créer un pont vers moi et vers vous, et sans tabou. Une part de moi se sent mourir. Je lâche mes doutes, mes peurs, je dépose mon armure. Je lève mes yeux vers mon rêve d'enfant. Je sens en moi le bonheur, cette connexion au regard pur de l'enfance, ce regard qui reste connecté au présent, où le merveilleux est là, à chaque instant.
Osez regarder, osez prendre le temps de la connexion à l'autre, en profitant du présent, de cet instant qui nous permet de quitter les préjugés et de profiter. Arrêtons d'avoir peur des autres, d'avoir peur de nous, d'avoir peur, mais suivons notre rêve sans peur et sans tabou. Waouh, voilà. Waouh. Merci Eh ben, beaucoup. quel cadeau. Waouh. C'est pas mal, hein, quand même. Waouh. Merci Anne. Waouh, 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 waouh. Quel beau résumé. Merci beaucoup. Merci Sabine pour ce beau rendez-vous. Merci pour votre accueil, c'était génial. Quel bonheur. Trop cool. J'ai failli bâiller, tu vois. On a commencé avec un bâillement, on a terminé avec un bâillement. Avec moi, on baille pas. Hein. Non, c'était extrêmement passionnant et quand je vois la réaction de nos auditeurs, eh ben, c'était beaucoup trop court et c'est toujours trop court quand tu nous racontes des histoires. C'est merveilleux, c'est fabuleux. Les amis, vous avez compris, vous allez sur son site, vous allez sur son LinkedIn. Prenez contact avec Sabine et découvrez son univers extraordinaire et surtout toutes les merveilleuses choses qu'elle a à vous apprendre et surtout ne lâchez jamais votre rêve d'enfant. Les amis, nous on vous dit à la semaine prochaine. Lundi prochain, j'accueille Jean-Pascal Mollet et la semaine d'après, j'accueillerai Virginie Delalande, elle aussi ancienne avocate mais sourde et pas tout à fait muette. Donc ça va être aussi un moment très intéressant. Et puis toi, demain, tu as ton émission aussi. Il n'y a pas d'émission demain non plus. Donc voilà. Donc les amis, merci beaucoup et bravo pour ta prestation. C'était très poétique, très beau. Voilà, on a encore... waouh pour ta conférence, nous dit Barbara. Super, nous dit Anne. Très joli, très beau message. Et nous avons Louise qui dit c'était top comme d'hab avec Sabine. Mais oui, c'était top. Merci beaucoup Sabine. Les amis, moi je vous dis à très très bientôt. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Voilà, puisqu'il n'y a plus ça à faire. Et t'as pas quelque chose mercredi? Mercredi, j'ai un webinaire. Oui, mais heureusement que tu me le dis. Mercredi, j'ai un webinaire. Allez voir sur ma page perso. J'ai un webinaire où je vais vous parler du métier de conférencier. On parlera conférence, comment on fait pour devenir conférencier et comment on fait pour vendre des conférences. Donc, si ça t'intéresse, viens sur mon LinkedIn et viens également sur mon Facebook. Il y a le lien vers ce webinaire. C'est mercredi soir. Merci Anne de me le rappeler. C'est super sympa. C'est sympa, hein. C'est super sympa. Et sans oublier aussi, si vous le voulez, vous allez également sur le groupe Facebook Développe ton business avec Michel Poulart. C'est un groupe que j'ai créé il y a quelques semaines de cela, dans lequel je partage toutes mes meilleures pratiques d'entrepreneur. N'hésite pas à me retrouver là. C'est tous les lundis à 18h. Donc voilà, beaucoup de rendez-vous en live ces derniers moments. Et puis voilà, je pense que ça suffit. Voilà. Je pense que ça suffit et qu'on va passer sur le générique de fin. C'est ça. Les amis, à lundi prochain, à vendredi et à la semaine prochaine, enfin quand vous voulez. Ciao, ciao. Merci d'avoir été là et d'être fidèle à ce rendez-vous.